Vietnam, 1965. Une guerre civile sanglante fait rage en Asie du Sud-Est. Les forces terrestres américaines envahissent le territoire pour empêcher les guérillas communistes de s'emparer du Sud. On pense à tort que les chars d'assaut n'étaient pas nombreux au Vietnam. Les Américains comptent sur une puissance de feu conventionnelle pour stopper les guérillas. Mais son adversaire est inébranlable et dangereux. Les Nord-Vietnamiens savaient ce qu'ils faisaient. Le char d'assaut est plutôt vulnérable devant des guérillas et des insurgés. Les roquettes nous tombaient dessus. Mon commandant a crié. On est touché. Le Vietnam était le premier grand conflit opposant des chars d'assaut à une guérilla. C'était l'apocalypse. Vietnam, Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, elle est une nation pacifique et prospère. Dans chaque ville et dans chaque village, on retrouve des images de Ho Chi Minh. Le peuple n'a pas oublié cet homme qui voulait bâtir un pays indépendant et les décennies de combats terribles où plusieurs millions de Vietnamiens ont perdu la vie. Les vestiges de ce passé horrible sont disséminés partout à travers le pays. Des cimetières de guerre, des obus non explosés et des chars d'assaut abandonnés. Au début de l'année 1965, les États-Unis décident d'envoyer des troupes terrestres pour appuyer la République du Sud-Vietnam devant la menace du Nord communiste menée par Ho Chi Minh. Le 8 mars 1965, un corps expéditionnaire de 3500 Marines débarque à Da Nang. Leur mission est d'empêcher les Nord-Vietnamiens d'occuper le Vietnam du Sud. Pour les États-Unis, c'était la menace de l'effet domino. Après le Vietnam du Sud, ce serait l'Indonésie, les Philippines et finalement toute l'Asie qui deviendrait communiste. Mais pour les Vietnamiens, c'était une guerre nationaliste qui allait éventuellement unir leur pays. Avec les Marines, débarquent 2 pelotons du 3e bataillon Le Char. On pense à tort que les chars d'assaut n'étaient pas nombreux au Vietnam. Pourtant, les Marines utilisent des chars pour appuyer l'infanterie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de meilleure façon de déplacer un canon sur les champs de bataille pour appuyer les soldats. L'arme d'appui d'infanterie au Vietnam est le char d'assaut M48. Le char M48A3 Patton est armé d'un canon à grande vitesse de 90 mm. Il est protégé d'un blindage frontal de 110 mm et il peut atteindre une vitesse de 45 km à l'heure. Le M48 était conçu pour des combats entre chars. Évidemment, puisque l'objectif des Américains dans les années 1960 était de détruire des chars soviétiques. Les Américains sont entraînés pour faire face aux Russes. Mais au Vietnam, leurs chars doivent combattre un ennemi d'une autre sorte, le Viet Cong. Les Viet Cong étaient une guérilla locale. Ils étaient très familiers avec la région. Leur spécialité était l'infiltration et l'embuscade. Le rôle initial des chars d'assaut au Vietnam est de protéger les bases aériennes américaines. Au départ, les États-Unis s'étaient seulement engagés à baser des avions au Vietnam du Sud pour des frappes aériennes sur le Vietnam du Nord. Mais quand les Viet Cong commencent à attaquer les bases aériennes, le commandant William Westmoreland adopte une nouvelle stratégie.
Westmoreland pensait encore comme un général de la Seconde Guerre mondiale. Son objectif était de ramener les Vietnamiens à une guerre classique, au moyen d'une puissance de feu conventionnelle. Bien sûr, c'était la force des Américains. Il lance la première grande offensive terrestre de cette guerre, l'opération Starlight. Les services de renseignement nous disaient que l'ennemi se regroupait pour attaquer les bases aériennes. Le but de l'opération était de démanteler ces groupes. L'opération Starlight prévoit une attaque anticipée contre les guérillas de Viet Cong, qui menacent l'indispensable base aérienne de Chu Lai. Les Viet Cong ont une force de 1500 insurgés, armés de centaines d'armes anti-chars légères. Contre les Viet Cong, les Américains déploient une force initiale de plus de 3000 Marines, appuyée de 12 chars d'assaut. Le 18 août 1965, les chars des Marines se dirigent vers l'intérieur des terres pour traquer l'ennemi. Les soldats sont persuadés que la mission sera un succès. On était tous très enthousiastes de partir en guerre. Après quelques combats, les Marines sur les champs de bataille épuisent leur ravitaillement. Les chars du 1er bataillon font leur entrée en scène. On devait escorter jusqu'à nos troupes 5 véhicules de débarquement à chenilles remplis de rations C et d'eau fraîche. Mais les commandants américains font une erreur monumentale. La colonne de ravitaillement 21 part sans infanterie de soutien. Le char d'assaut est plutôt vulnérable devant des guérillas et des insurgés. Pour le protéger, il faut l'entourer de l'infanterie. Le support d'infanterie empêche l'ennemi de s'avancer trop près des chars d'assaut. Le char d'assaut est presque aveugle. Si l'ennemi arrive à s'approcher, il peut l'attaquer avec des armes anti-chars. Le convoi s'enfonce dans la jungle et se retrouve bientôt sur un petit sentier. La nature du terrain limitait la manœuvrabilité des chars. Des centaines de Viet Cong profitent de l'occasion pour se rapprocher du convoi isolé. Le premier de nos chars a reçu un obus ou une roquette anti-char. Les Viet Cong tendent une embuscade à la colonne de chars américains. La stratégie consiste en la neutralisation du char de tête, puis du dernier char de la colonne, avant de s'en prendre au reste du convoi immobilisé. La première étape est un succès. Le char de tête est mis hors service. On savait qu'on était les suivants. Et boum! Mon commandant a crié « On est touché! On est touché !» Il nous a ordonné d'abandonner le char. Le caporal Vickery est sorti par l'écoutille supérieure. J'ai regardé par l'épiscope et j'ai vu 2 hommes au bord de la jungle. Un des 2 s'est approché et a lancé une roquette. Elle a ricoché. J'essayais de le cibler, mais il était trop près. Je ne pouvais pas viser aussi bas. C'est une tactique que les Viet Cong appelaient « se coller à la ceinture de l'ennemi ». Ils s'avançaient assez près pour empêcher le canon de les viser. Les Marines sont encerclés et la communication radio avec le quartier général est coupée. Le char de tête n'a plus de munitions et son équipage est blessé. Il se retire pour aller chercher de l'aide. Il a disparu dans la jungle. Le char de Hearn est le seul capable d'empêcher le reste du convoi de se faire massacrer par les Viet Cong. Il y avait de la fumée noire dans la tourelle. C'est très néfaste. Alors j'ai décidé de sortir. J'étais accroupi dans la tourelle quand j'ai aperçu un homme avec un lance-roquette de 90 mm.
Il a tiré. La roquette a frappé sous la coupole et elle a ricoché. Je suis sorti et je suis descendu par l'arrière du char. Le caporal Vickery était là, à quatre pattes. Il a dit « Je suis touché ». On savait que l'ennemi allait arriver d'une minute à l'autre. Les quelques survivants de la colonne de ravitaillement 21 tentent désespérément de repousser les Viet Cong. C'est le début de la dernière étape de l'embuscade. Les Viet Cong cernent l'ennemi, prêts à l'éliminer. J'étais adossé au char quand j'ai pris une balle dans le côté de la nuque. Une partie de l'arrière de ma tête est ressortie par ma bouche. Les Viet Cong retournent dans la jungle, laissant le soldat Hearn à son sort. Le lendemain, Hearn et les quelques survivants de la colonne de ravitaillement 21 sont enfin secourus. L'opération Starlight prend fin 5 jours plus tard. On estime à 600 le nombre de Viet Cong tués durant cette opération. On sous-estimait grandement l'ennemi dans les débuts de la guerre du Vietnam. Malgré tout, l'opération Starlight était un succès, puisqu'elle a réussi à démanteler les regroupements susceptibles de lancer un assaut contre les bases aériennes. Les Marines comptent 45 morts et le quart de ces soldats de blindés sont blessés ou tués. « 1967. Les États-Unis augmentent leurs effectifs au Vietnam à 400 000 soldats et plusieurs centaines de chars d'assaut. William Westmoreland considérait cette guerre comme un conflit conventionnel. Il requérait de plus en plus de soldats pour étendre ses zones d'opération. Ho Chi Minh réplique en renforçant les groupes d'insurgés Viet Cong avec des unités de son armée populaire vietnamienne. L'armée nord-vietnamienne était très motivée. Sa devise était « recruter dans le nord, prêt à mourir dans le sud ». Ils étaient plus disciplinés et mieux équipés que les Viet Cong. Ils avaient des armes et de l'artillerie soviétique. Les Américains doivent maintenant empêcher des milliers de soldats aguerris de traverser la frontière du Vietnam du Sud. Leur stratégie est d'établir une série de bases de feu le long de la frontière de 100 km qui sépare le nord du sud, aussi appelée la zone démilitarisée ou DMZ. La zone démilitarisée devait être entièrement dépourvue de forces militaires pour bien diviser le Vietnam du Nord du Vietnam du Sud. Les Marines se dirigeaient vers le nord pour défendre les régions entourant la zone démilitarisée et les voies d'infiltration. On assistait donc à un face-à-face entre les formations nord-vietnamiennes et les unités de Marines le long de la zone démilitarisée. Près de l'extrémité est de la frontière se trouve la base de feu de Gio Linh. Elle est protégée de 5 M48 du 3e bataillon de chars des Marines. Les Américains essayaient de monter des bases un peu partout, surtout le long de la zone démilitarisée, mais ils étaient constamment attaqués par l'armée nord-vietnamienne. À Gio Linh, il y a eu un moment où les tirs d'artillerie étaient beaucoup plus nombreux que d'habitude. Ça tombait sans arrêt. L'artillerie soviétique qu'utilisaient les Nord-Vietnamiens avait une portée beaucoup plus grande que l'artillerie américaine. Souvent, le canon du char d'assaut était la seule arme qui pouvait répliquer. Un bon matin, mon commandant de char nous a dit « Les gars, on a toute une mission devant nous. » À 2 chars seulement, on devait traverser la zone démilitarisée et entrer dans le Vietnam du Nord.
Les soldats n'avaient pas le droit d'opérer dans la zone démilitarisée. Mais disons qu'ils prenaient parfois le traité à la légère. On visait les régiments d'élite de l'armée nord-vietnamienne. On s'est perché au sommet d'une colline, d'où on pouvait voir une grande partie du Vietnam du Nord. Nos ordres étaient de choisir des cibles qui nous semblaient menaçantes et de tirer. Les canons de 90 mm étaient utilisés pour les tirs de harcèlement ou les tirs d'interdiction. Ils pouvaient atteindre des cibles trop éloignées pour l'artillerie ou la puissance aérienne. On pouvait tirer jusqu'à 4000 mètres. J'ai aperçu quelque chose de l'autre côté de la rizière asséchée. Et alors, j'ai visé du mieux que j'ai pu. Ça ne s'est pas rendu jusqu'à la cible. J'ai visé plus haut et j'ai tiré une seconde fois. En plein dans le mille. Même à 4 km, les explosions secondaires étaient gigantesques. Clairement, on avait bien visé. Après 3 minutes en position, on a fait demi-tour et on est retourné à Jiolin. On venait de détruire le site d'artillerie qui bombardait les collines. On se sentait comme les rois de la montagne. On était content de l'avoir fait. Le 2 juillet 1967, les compagnies Alpha et Bravo du 1er bataillon du 9e régiment de Marines quittent la base de feu de Con Thien en direction de la zone démilitarisée pour enclencher l'opération Buffalo. Leur mission est de rouler en direction nord-est sur l'autoroute 561, de traverser la ligne de défense et de parcourir la région au sud de la zone démilitarisée. Le rôle des Marines est passé de la défense aux patrouilles agressives le long de la bande de terrain parallèle à la frontière entre le nord et le sud, ce qu'ils ont appelé The Trace. Ils savaient que le seul moyen de défendre les bases efficacement était de confronter l'ennemi avant qu'il n'arrive à leur porte. Mais les soldats de l'unité Bravo du 1er bataillon du 9e régiment de Marines ignorent qu'ils se dirigent tout droit dans une embuscade tendue par les forces considérables et aguerries du 90e régiment de l'armée populaire vietnamienne. Avec l'opération Buffalo, les Américains étaient 9 fois moins nombreux que les Nord-Vietnamiens. L'ennemi était assez nombreux pour les encercler. L'armée nord-vietnamienne tend un piège à la patrouille américaine. Les Marines encaissent plusieurs pertes. Ils demandent l'assistance des chars d'assaut de Con Thien. Parmi eux se trouve l'équipage du char B-23. Ils ont demandé l'aide de nos 4 chars cantonnés à Con Thien. La compagnie Bravo avait besoin d'aide. Ils sont entrés droit dans une embuscade. Mais l'armée nord-vietnamienne a aussi préparé une embuscade pour les renforts. Les Nord-Vietnamiens avaient anticipé la réaction des Américains. Ils savaient qu'ils enverraient des chars d'assaut en renfort. Ils les attendaient de pied ferme. La compagnie Bravo du 1er bataillon du 9e régiment de Marines est encerclée et subit de lourdes pertes avant l'arrivée des chars d'assaut. Quand on est arrivé, il y avait peu de survivants. On embarquait les soldats morts ou sévèrement blessés sur nos chars. Les Marines ne laissent personne derrière. Les Nord-Vietnamiens savaient ce qu'ils faisaient. La compagnie Bravo était tombée dans une embuscade. Ils étaient encerclés. Dès qu'on a approché l'unité,
Les Nord-Vietnamiens ont formé un plus grand cercle autour de nous. C'était l'apocalypse. Pour l'opération Buffalo, le nombre de chars était insuffisant. Il ne faisait pas le poids contre une si grande force ennemie. L'artillerie et les mortiers tombaient partout autour de nous. On a traversé un ruisseau et un avion de repérage nous a dit de faire demi-tour parce qu'on était entré au Vietnam du Nord. On est revenu sur nos pas. Et c'est là qu'on a roulé sur une mine. L'explosion a soulevé le char. Le char faisait 52 tonnes. C'est lourd. Et pourtant, il a été soulevé à presque 1 mètre du sol. On a perdu des galets de roulement et une chenille. C'est maintenant l'équipage du B-23 qui a besoin de secours. Le char du sergent Heckler est encore fonctionnel. Il allait essayer de nous sortir de là. Il a fallu attacher un câble tracteur de 5 cm d'épaisseur afin de relier les deux chars. J'étais assis dans l'écoutille du conducteur pendant qu'Ackler nous tirait. Son char dégageait tellement de chaleur que je pensais cuire sur place. Un peu plus tard, comme on s'apprêtait à sortir de la zone, un groupe s'est approché avec un lance-roquettes. J'ai tout de suite cherché l'ennemi à travers la fenêtre d'observation. J'ai vu la roquette partir. Le RPG-2 est l'arme anti-char par excellence de l'armée nord-vietnamienne et des Viet Cong, communément appelée lance-roquette. Son ogive à charge creuse de 1,8 kg peut pénétrer un blindage de 200 mm. La première roquette a atteint la galerie. Les morceaux de métal volaient dans tous les sens. En se faisant remorquer, on a monté une petite butte. C'est là qu'on a vu une autre équipe de lance-roquettes. Quand on a vu le lance-roquette, notre char avait le nez en l'air au-dessus de la butte. L'ennemi visait juste au-dessous du char. Ils ont tiré juste au moment où on redescendait de la butte. La roquette a ricoché sur le blindage incliné. Le lance-roquette n'arrivait habituellement pas à détruire les chars d'assaut, mais il était mortel pour l'équipage. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éclatement. Ce sont des fragments de blindage qui se détachent et se mettent à ricocher à l'intérieur du char. C'est la cause de blessure la plus fréquente pour un soldat de blindé. L'écoutille du chargeur était ouverte à 90 degrés. C'est ce que la roquette a touché. J'ai reçu des éclats dans les deux jambes. Et Terry Hunter en a reçu dans le dos. L'impact m'a fait sortir de l'écoutille. Les éclats ont été projetés à l'intérieur et ont atteint Brightwell. J'avais des éclats dans la jambe, dans l'épaule et dans le bras. Ensuite, on a reçu des balles traçantes. Heckler a enfoncé l'accélérateur. Et on est sorti de là.
On est arrivé à la zone d'atterrissage, d'où on nous a transportés, 2 équipiers et moi, à l'hôpital de Cam Bay. Dans la première journée de l'opération Buffalo, 55 soldats nord-vietnamiens sont tués. Mais le même jour, les Américains comptent 86 soldats morts au combat et 190 blessés. Jusqu'à maintenant, c'est la journée la plus coûteuse de la guerre. Malgré les pertes, le général Westmoreland continue à augmenter ses effectifs en territoire sud-vietnamien. Il demandait toujours plus de soldats, dans un effort de ramener le conflit à une guerre conventionnelle qu'il pourrait aisément gagner. Janvier 1968. Les Nord-Vietnamiens préparent un plan qui pourrait intensifier le conflit. En prévision de la nouvelle année lunaire, les communistes lancent l'offensive du Tet, un assaut simultané sur plus de 100 villes et villages du Vietnam du Sud. L'offensive du Tet, au début de l'année 1968, avait pour but de déclencher un soulèvement populaire contre les envahisseurs. L'offensive représente une sérieuse menace pour les Américains au Vietnam. C'est un tournant politique qui a mobilisé l'opinion publique contre la guerre. Les citoyens américains et de plus en plus de politiciens jugeaient que la guerre devenait inutile. Après plusieurs semaines de combats sanglants, l'offensive est écrasée. L'offensive du Tet s'est avérée un désastre pour les Viet Cong, qui étaient particulièrement exposés à la puissance de feu américaine et sud-vietnamienne. Beaucoup d'entre eux sont morts. Les communistes ont été obligés d'envoyer un plus grand nombre de soldats de l'armée populaire vietnamienne, équipés d'armes anti-chars plus sophistiquées. À partir de ce moment-là, la nature de la guerre a changé du tout au tout. Elle devenait plus conventionnelle. 1968 devient l'année la plus sanglante de la guerre. Les services de renseignement américains arrivent à localiser des regroupements de forces ennemies. Parmi ceux-ci figure Gonoy, où l'armée nord-vietnamienne tient un quartier général divisionnaire. Ils formaient des zones protégées, à partir desquelles ils planifiaient des incursions et des assauts vers les soldats ennemis. L'île Gonoy était la cible de l'opération Allenbrook. Gonoy est située à 24 km au sud de Da Nang. Elle est entourée de 2 fleuves et divisée en 2 par un vieux pont ferroviaire. 4 mai 1968. Les Américains envoient leurs Marines pour éliminer l'ennemi retranché sur l'île Gonoy. Les M48 des 1er et 5e bataillons de chars sont de la partie. L'équipage du B-24 est à la tête de la colonne. On est entré sur l'île et quelques heures après, l'infanterie recevait déjà des tirs nourris. Ils avaient des armes légères, des mitrailleuses et des mortiers. Les communistes avaient l'avantage sur le terrain. Ils choisissaient judicieusement leur champ de bataille. Les tirs nourris de mitrailleuses russes de 13 mm devenaient très menaçants pour nos hélicoptères. C'était trop dangereux de les avoir avec nous. On les a renvoyés et on a passé les 4 ou 5 premiers jours sans ravitaillement. On manquait de nourriture, d'eau et surtout de munitions. Pour réapprovisionner les troupes, l'équipage du B-24 doit ramener à la base 3 M48 et 2 véhicules chenillés. Le matin du 6e jour, on était à la tête de la colonne. Il n'y avait personne à la sortie de la forêt. Mais environ 400 mètres plus loin, il y avait d'autres arbres.
On devait toujours se méfier des regroupements d'arbres. L'ennemi pouvait s'y cacher facilement. Alors, on a lancé ce qu'on appelle des tirs de reconnaissance avec nos mitrailleuses. On tirait en direction des arbres. L'ennemi pensait qu'on les avait vus. Alors, ils ont contre-attaqué. Ils ont ouvert le feu avec des lance-roquettes et des mitrailleuses. Quand ils ont commencé à tirer, on a compris que c'était une embuscade. On a immédiatement riposté. On utilisait les canons et beaucoup de munitions. On manquait d'obus de 90 mm. Quand l'ennemi a vu que nos canons ne tiraient plus, ils se sont approchés de nos chars. C'était la spécialité de l'armée nord-vietnamienne. Ils grimpaient sur les chars pour bloquer la tourelle avec un sac chargé d'explosifs, lancer une grenade à l'intérieur du véhicule ou exécuter l'équipage avec une arme légère. J'ai demandé aux autres de me gratter le dos. Gratter le dos, c'est tirer à la mitrailleuse sur un de nos chars. Il a fait pivoter sa tourelle. Il a tiré sur ce qu'on appelle une ruche. C'est un obus rempli de fléchettes. Ça nous a débarrassés de l'ennemi. L'assaut des communistes contre le convoi de ravitaillement aggrave la situation. Les Marines, en manque de munitions, sont sur le point d'être écrasés. Un hélicoptère profite d'une pause dans le combat pour atterrir. En après-midi, un hélicoptère est venu chercher les morts. L'hélicoptère américain est observé par l'ennemi qui attend patiemment. On ne savait pas que l'ennemi était tout près à ce moment-là. Dès que l'hélicoptère a décollé, les tirs ennemis ont commencé. Ils ont touché l'hélicoptère qui s'est mis à tournoyer. C'est là qu'on a réalisé qu'on était encerclés. Les Marines reçoivent l'ordre de protéger la carcasse de l'hélicoptère pour éviter que l'ennemi ne s'en empare. On a formé un périmètre autour de l'hélico. Il faisait de plus en plus noir. Et on était persuadé qu'on allait être attaqué durant la nuit. On peut dire que les Nord-Vietnamiens menaient une guerre psychologique. Leur tactique principale était de laisser croire aux Américains que l'armée nord-vietnamienne était maîtresse de la région et surtout qu'elle dominait la nuit. Le soldat américain devait s'attendre à des assauts fréquents jusqu'au lever du soleil. Il ne pouvait pas dormir. Il devait rester alerte. On pouvait voir l'armée nord-vietnamienne à environ 50 mètres de nous. Un jeune soldat s'est approché de moi pour me dire que l'ennemi était devant mon char, avec des lance-roquettes. J'ai immédiatement donné l'ordre d'ouvrir le feu. Tout à coup, devant nous, il y a eu une explosion. On a vu la roquette tournoyer et elle est passée juste au-dessus de nous. Elle a atterri derrière le char. Elle a frappé le sol devant moi et m'a propulsé au sol.
15 à 20 autres roquettes sont tombées autour de nous. Je suis entré dans le char. Le conducteur, il n'avait que 18 ou 19 ans. Il a dit, « Est-ce qu'on va tous mourir ici ?» Les Nord-Vietnamiens cessent leur attaque et disparaissent dans la nuit, en passant par les milliers de tunnels qui sillonnent l'île Gonoï. L'ennemi s'évaporait devant eux en utilisant des tunnels souterrains. À l'aube, les soldats de blindés américains sont toujours sur leur garde, quand soudainement, ils reçoivent de nouvelles directives. Le lendemain de l'embuscade, on a reçu l'ordre de détruire l'hélicoptère qu'on nous avait demandé de protéger. Les commandants américains considèrent qu'un autre secours aérien serait trop risqué. Ils ordonnent aux Marines de détruire l'hélicoptère pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. On devait faire exploser l'hélico sur place et revenir vers le pont Liberty. Deux semaines après le début de l'opération Allen Brook, les Marines cherchent toujours l'ennemi sur l'île Gonoï. L'armée nord-vietnamienne, à l'abri dans ses quartiers généraux fortifiés, trouve de nouvelles tactiques pour harceler les Américains. On avançait vers un champ. On le traversait quand un chef de peloton d'infanterie a ordonné une frappe d'artillerie. Une voix à la radio demande une frappe d'artillerie à l'endroit exact où se trouvent les chars américains. Tout le monde se regardait en se disant « Dites-moi que ce n'est pas vrai. » La voix semblait américaine, mais c'était impossible. L'armée nord-vietnamienne utilise la fréquence radio des Américains pour ordonner la frappe d'artillerie. Son anglais était parfait. Il connaissait nos fréquences radio et les termes utilisés pour une frappe. 15 secondes plus tard, on recevait des obus de canon de 105 mm et des bombes d'artillerie. Il tirait droit sur nous. On était attaqués par nos propres troupes. Une fois que les Vietnamiens communistes avaient choisi leur champ de bataille, ils avaient toujours une longueur d'avance. En utilisant une autre fréquence radio, les soldats de blindés arrivent enfin à stopper le barrage d'artillerie. « 70 Marines ont été tués ou sérieusement blessés durant cette attaque. Les Nord-Vietnamiens menaient ce qu'on appelle une guerre d'usure. Petit à petit, victime après victime, ils sapaient le moral de l'adversaire pour lui enlever le goût de se battre. À partir de ce jour-là, notre perception de l'ennemi a changé. On avait compris que les Nord-Vietnamiens étaient très habiles. Les Marines reçoivent l'ordre de se replier jusqu'à l'extrémité ouest de l'île Gonoï. La seule route qui y mène passe sous une ancienne voie ferroviaire. Les Nord-Vietnamiens savaient qu'il n'y avait qu'une seule route possible. C'était un tunnel.
Il était juste assez large pour laisser passer un char. On était certain que ce tunnel était truffé de mines. Les soldats américains avaient appris à se méfier de la créativité, de l'ingéniosité et du dévouement des soldats nord-vietnamiens. L'infanterie a appelé les ingénieurs de combat et leurs détecteurs de mines. Ils ont inspecté le tunnel. Ils ont tout passé au peigne fin. Mais ils n'ont rien trouvé. Le sergent Mbisi a dit « C'est impossible, vérifiez encore. » Je les ai fait vérifier 5 fois, mais ils n'avaient toujours rien trouvé. Je ne voulais pas risquer de perdre le char des commandes. Alors j'ai fait passer un autre de mes chars en premier. Le char est entré dans le tunnel. Il s'est engagé. Il est passé sous le chevalet du pont. Et quand il est ressorti de l'autre côté, ce n'était pas un genre de dispositif qu'on utilise habituellement dans l'armée. C'était une mine anti-char artisanale dans une caisse en bois. Nos hommes n'étaient pas équipés pour la détecter. Aujourd'hui, on les appelle des EEI, des engins explosifs improvisés. Ils peuvent neutraliser le char et tuer tout son équipage. les 3 ingénieurs qui venaient d'inspecter le tunnel sont morts dans ce char. De nos jours, on utilise souvent les engins explosifs improvisés pour combattre les chars d'assaut. L'idée étant de transformer la force de l'ennemi en faiblesse. Les insurgés vietnamiens entraînaient l'adversaire à voir plutôt les chars comme un handicap. Ils lançaient un message clair aux forces conventionnelles. Arrêtez d'utiliser vos chars. L'opération Allen Brook se termine en août 1968. Les pertes communistes s'élèvent à près de 1000 morts. À la fin de l'opération, les Marines comptent plus de 1100 soldats tués au combat. L'appui de la population américaine est en déclin. En 1969, les États-Unis négocient avec le Nord le retrait des soldats américains du Vietnam du Sud. Les premiers chars retournent au pays avant la fin de l'année. En somme, la puissance de feu mobile des chars d'assaut américains ne faisait pas le poids contre les tactiques non conventionnelles des communistes. Le Vietnam était le premier grand conflit opposant des chars d'assaut à une guérilla. Les États-Unis ont bien appris la leçon que les insurgés avaient essayé de leur inculquer, à savoir que le char d'assaut, dans un contexte d'insurrection, est un handicap et non un avantage. Les Américains avaient oublié que dans le passé, le Vietnam a combattu plusieurs envahisseurs. Les États-Unis n'étaient qu'une puissance coloniale de plus à repousser. En 1972, la majorité des forces américaines ont quitté le Vietnam du Sud. Durant la guerre, les Américains dénombrent un total de plus de 58 000 morts et 300 000 blessés. Le 30 avril 1975, les chars d'assaut nord-vietnamiens défoncent le portail du palais présidentiel à Saïgon. Le nord et le sud du Vietnam sont finalement réunis
après une guerre qui a sacrifié des millions de vies.